Nous allons maintenant nous intéresser au gros morceau de ce conseil municipal, puisque si nous sommes réunis ce soir, c'est essentiellement pour le débat d'orientation budgétaire. Alors avant de passer la parole à M. Pambou qui présentera son rapport, je rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient ou aux personnes qui nous regardent en différé, qu'en fait les communes de plus de 3500 habitants, avant de voter leur budget, sont tenues d'organiser un débat d'orientation budgétaire. Ce débat, ce n'est pas pour discuter des chiffres qui seront dans le budget, mais c'est pour comprendre où la municipalité souhaite aller et dans quelle mesure elle souhaite utiliser l'instrument, l'outil budgétaire pour atteindre ses objectifs politiques. Ce débat d'orientation budgétaire a besoin d'une base, d'un support de discussion. Ce support de discussion, c'est le rapport d'orientation budgétaire. Ce n'est pas un document contraignant pour la commune, mais ça permet d'articuler les discussions. Alors il y a plein de façons de faire un rapport d'orientation budgétaire. Il y en a des très simples, de quelques pages. M. Pambou a décidé d'en faire un très gros. Voilà, mais ça c'est M. Pambou. Et puis surtout, c'était important, c'est quand même notre premier vrai budget. C'est aussi une année particulière. Ça fait pas si longtemps que ça que les ROB existent, puisque la commune a franchi le cap des 3500 habitants il y a quelques années finalement. Donc c'était bien de faire une sorte de point d'étape avec des informations essentiellement photographiques, c'est-à-dire que c'est un petit peu la situation financière à un instant T. Et ça permettra d'avoir un échange éclairé, disons, sur les orientations qu'on pourra donner à notre budget, compte tenu de la situation. Voilà. Donc, M. Pambou, si vous êtes prêt. Très bien. Tu peux, comment tu fais pour changer de page? En fait, Ah non, comme ça. Je clique. Avec la manette. D'accord. Comme ça. D'accord. Voilà. Et sinon, tu l'as ici. Voilà. Ok. Bon, merci, monsieur le maire. Voilà. Donc, très près parce que le micro. oui, très bien. Alors, évidemment, monsieur le maire a parlé de la longueur du ROB. La question s'est posée à moi, à savoir s'il fallait faire un rapport court ou un rapport assez étoffé. Excusez-moi, parlez bien dans le micro, parce que sinon on n'entend. Voilà, faire un rapport assez étoffé. Alors, je suis allé voir ce qui se pratiquait dans d'autres communes. Hein. Donc, il n'y a absolument pas de règles. Je vous interromps. Ça vous ennuie si on prend votre micro? Je crois qu'il fonctionne mieux. Ok, merci. Alors, concernant la longueur d'un robe, il n'y a pas de règles préétablies. Hein. Moi, j'ai fait le choix de faire un robe assez étoffé pour une commune de 4000 habitants, parce que je pense que c'est un document de référence, un document qui est publié, un document qui est regardé par les habitants et regardé par d'autres personnes. Donc je pense que c'était important de présenter un rapport assez intéressant, au moins sur la forme. Alors, autre propos. Alors, donc avant de rentrer dans la présentation de ce rapport, je voudrais faire donc deux observations. Alors, premièrement, à cette date, les opérations relatives à l'exercice 2020 ne sont pas totalement achevées. Donc, les chiffres sur le CA 2020 qui figurent sur le ROB ne sont pas définitifs. Si je peux intervenir, cette année, enfin en fin 2020, on a changé de trésorerie. Vous savez que la trésorerie de l'ANI a été délocalisée. En fait, c'est Shell qui a récupéré les comptes. Bussy, pardon, excusez-moi, qui a été repris par Shell. Ça n'a pas été une mince affaire. On a été quand même plusieurs semaines sans pouvoir faire tous les mandats, les titres. Et ça a vraiment eu un impact déstabilisant. Donc en fait, nos agents à la comptabilité ne sont pas en cause, mais c'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal de la part de la trésorerie à avoir toutes les informations comme on le désirait. Voilà, donc en fait, le CIA, les chiffres du CIA ne sont pas totalement définitifs. Donc vous aurez les chiffres définitifs quand on abordera le prochain conseil, qui sera consacré au vote du compte administratif et du budget primitif 2021. Alors, deuxième observation, les projections relatives au budget 2021 ne sont qu'indicatives. Comme l'a rappelé Olivier, le ROB est un exercice obligatoire
qui s'imposent aux collectivités, mais néanmoins, ce ne sont que des orientations et la trajectoire du budget 2021, on le saura, ça sera définitif quand on le votera. Donc là, ce ne sont que des orientations qui sont appelées à changer. Et donc à noter aussi que ce sont des orientations. Ces orientations peuvent évoluer justement à l'occasion de ce débat. Faire en sorte que le conseil municipal remplisse sa fonction et ensuite influence les orientations portant sur le budget 2021. Alors, ensuite, ce rapport, vous l'avez donc eu entre les mains. Vous avez vu que ce rapport est divisé en 3 parties. Une première partie est consacrée au contexte national. Il s'agit donc là de considérations totalement générales. Alors, la deuxième partie concerne évidemment la commune de Chanteloup, donc c'est nos orientations budgétaires à nous. Et on fait une troisième partie qui est davantage politique. C'est une troisième partie que j'ai voulu insérer avec le maire, parce que un ROB, un DOB, c'est également un acte politique. Et en fait, cette troisième partie permet de fixer les axes du mandat et de ce que seront les investissements de la commune dans les années à venir. Alors, le contexte national. Pourquoi parler du contexte national? Pourquoi avoir des considérations généralistes? Tout simplement parce qu'un budget n'est pas fabriqué ex nihilo. Il ne peut être conçu hors contexte. Le contexte, c'est celui de l'économie nationale et de la situation budgétaire de l'État. Alors, dans le rapport, j'ai fait mention de certains indicateurs macroéconomiques. Je ne vais pas tous les passer en revue. L'indicateur que je voudrais que vous ayez à l'esprit, c'est l'IPCH. C'est un indicateur que l'on observe et qui est utile, notamment pour la revalorisation des bases concernant les impôts locaux. Et c'est un indicateur qui peut également servir dans des projections en matière de prévision de dépenses. Alors, dans ce tableau, l'IPCH est fixé à 0,5. En fait, le chiffre définitif qui sera appliqué pour l'élaboration du budget, c'est 0,2. C'est 0,2 parce qu'en fait, je me suis servi d'un document de conjoncture BDF de la Banque de France qui a été rédigé au mois de décembre. Entre le mois de décembre à aujourd'hui, les choses ont changé. Voilà. La communication à ce sujet est toute récente. On l'a reçu en mairie sur le 02, c'est très c'est récent en plus, voilà, c'est ça. Donc ça c'est pour l'aspect projection économie nationale dans le contexte Covid. Voilà, je vous laisse regarder les chiffres, notamment le chiffre le PIB de 2020 qui est totalement en régression de façon assez significative. Vous arrivez à lire sur l'écran, c'est utile que je défile les pages ou pas du tout? Non, c'est invisible. Alors, donc, autre élément de contexte, c'est en fait la situation de l'État. Alors, c'est le 3 de la page 5. Voilà, donc c'est un tableau qui met en lumière certains paramètres des comptes de l'État. Alors, pourquoi mettre en relief ces paramètres? Tout simplement qu'une collectivité, une commune n'est pas totalement indépendante. On dépend beaucoup du contexte économique de l'État. Et ensuite, connaître le contexte budgétaire, financier de l'État, c'est en fait imaginer quelles pourraient être les politiques de l'État et anticiper au niveau donc des politiques locales. Donc c'est très important de mettre en relief ces différents éléments. Alors, ce rapport fait également état
de la loi de finances 2021. Donc c'est quelque chose de classique. Dans un ROB, on parle de la loi de finances. Donc tous les directeurs financiers, tous les adjoints aux finances sont sur le pied de guerre, s'intéressent au projet de loi de finances, aux dispositions qui sont prises. Il y a des dispositions qui concernent tous les secteurs d'activité, mais il y a une partie importante de la loi de finances qui concerne le secteur public local, donc les communes, les départements, etc. Donc c'est très important de passer en revue les dispositions prises en loi de finances et qui intéressent les collectivités. Voilà, donc j'ai listé, vous avez peut-être eu l'occasion de passer en revue. Alors moi, ce que je retiendrai, qui nous intéresse, nous particulièrement, c'est l'automatisation du FCTVA. Le FCTVA, c'est une recette que nous verse l'État via la préfecture sur nos travaux d'investissement. Ça compense donc la TVA et partiellement la TVA. Et voilà, donc l'automatisation, c'est un sujet important. Ça permettra donc en fait aux communes de ne pas... C'est une mesure de simplification. Ça évitera de monter des dossiers et donc de bénéficier d'un reversement beaucoup plus rapide et beaucoup plus automatisé. Donc c'est une disposition importante qui était prévue il y a 2 ou 3 ans, qui a été reportée et donc qui va rentrer en application cette année, mais néanmoins de façon rythmée selon... Oui. Si je peux intervenir. Vous savez, dans les discussions budgétaires, il y a toujours des moments où le ton monte parce qu'on sait quand les dépenses ou les recettes sont imputées, il y a le caractère certain ou incertain de la recette, donc sincère ou insincère. Et ça, c'est typiquement des mécanismes qui étaient embêtants parce que quand il y a un investissement, effectivement, on sait qu'on a le droit à un reversement du FCTVA, mais entre y avoir droit et le toucher, il y avait quand même un décalage dans le temps, il y avait des contraintes, on ne pouvait pas mettre du temps. Et là, cette mesure va quand même permettre de fluidifier le reversement de la FCTVA, je parle sur votre contrôle, M. Pambou, et ce qui va aussi permettre d'apaiser un petit peu les débats budgétaires, parce que ce sera beaucoup plus immédiat. En fait. Très bien, voilà. Il y a également un point concernant le FCTVA, c'est en fait l'éligibilité de ce qu'on appelle l'informatique en nuage, oui. Le cloud. On est intéressé, d'autant plus que la commune... D'autant plus que la commune va prendre la tâche d'un prestataire pour mettre un certain nombre de nos fichiers au niveau du cloud. Donc effectivement, la commune aujourd'hui fonctionne beaucoup en mode client-serveur, donc un gros ordinateur quelque part dans la mairie auquel sont reliées beaucoup de stations de travail. Ça, c'est un modèle qui est très coûteux en termes de maintenance informatique, assez fragile quand on y pense, qui demande un gros effort de sécurisation. Et nous avons commencé la migration vers des solutions en nuage. C'est la version française du cloud computing. Ça, c'est un travail de migration qui commence cette semaine pour la partie comptabilité. Mais à terme, toutes nos applications métiers seront en nuage. Ça signifie que nos données seront hébergées par le prestataire, nous n'aurons plus à en assurer la sécurité. Les données et les applications seront accessibles depuis n'importe quel ordinateur, dans n'importe quel point du globe. Il suffira d'avoir des codes de connexion pour s'y connecter et travailler. Donc ce sera un très 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 gros effort de simplification en fait. On ne va pas dire ça, c'est une très très grande simplification dans la façon de travailler. Et dans le contexte, je termine, de télétravail, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ça tombe bien puisque c'est une démarche qui est soutenue par l'État. Et juste une question au niveau de la sécurité de ces données. Les données seront certainement plus en sécurité chez le prestataire qu'à la niveau de Champlon. Voilà. C'est aussi, je ne vous cache pas, pour moi ça a été la motivation principale. C'est-à-dire que Champlon est une ville qui a grandi très vite, qui est tout à fait fonctionnelle, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas se permettre de bricoler. Et là, l'occasion était belle, puisque l'État nous pousse vers ces solutions, donc autant y aller franchement.
Alors, autre point abordé en loi de finances 2021, c'est le renforcement de la péréquation. La péréquation, c'est simplement en fait des critères qui permettent la redistribution de richesses entre collectivités riches et collectivités pauvres. Voilà, donc il y a un renforcement de la péréquation qui est également lié à la réforme de la taxe d'habitation. On y reviendra un peu plus tard. Alors, voilà, autre élément que je juge important, c'est la révision des valeurs locatives des établissements industriels, notamment au niveau de la taxe foncière. Voilà, il faut savoir que manifestement, on a des établissements sur notre territoire qui nous versent de la taxe foncière et les bases de calcul de la taxe foncière pour ces établissements, les bases vont changer. Donc, savoir qu'il y a cette réforme, ça nous permet donc d'ajuster nos prévisions en matière de produits fonciers bâtis. Alors, autre disposition, ça concerne en fait la consommation finale d'électricité. Il faut savoir que nous, en tant que consommateurs, on paye une taxe. Alors, cette taxe a un taux, je n'ai plus le taux en tête. C'est un taux qui était révisable par la commune. Donc, cette disposition, qui est prise en loi de finances 2021, enlève aux collectivités la possibilité de voter leur taux concernant donc la taxe sur la consommation finale d'électricité. Alors, il y a également une disposition qui est très importante, qui porte sur la taxe d'aménagement. Il faut savoir que la commune de Chanteloup est une commune... Monsieur oui. juste, Oui. vous avez de dire, c'est que vous pouvez reformuler ce que vous venez de dire, s'il vous plaît, sur la surtaxe d'électricité. Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez reformuler vos propos, s'il vous plaît. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la loi de finances 2021 prévoit une réforme sur la taxe sur la consommation finale d'électricité. C'est une taxe que encaissent les communes, les collectivités territoriales. Jusqu'à présent, on avait une possibilité d'arbitrer sur le taux. Et cette possibilité d'arbitrage est supprimée. Donc, la taxe, le taux, ces critères d'évolution seront pilotés directement par l'État. Et évidemment, le produit, néanmoins, reviendra aux collectivités, mais on perd une nouvelle fois le pouvoir de taux sur un impôt, sur une taxe. Donc l'autre point, c'était la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, c'est une ressource importante pour les communes, notamment une commune comme Chanteloup, où il y a beaucoup de programmes immobiliers. De tels, je crois qu'on a plus de 100 000 euros de taxe d'aménagement. Alors, la taxe d'aménagement, je crois, est payée. Enfin, la taxe d'aménagement est une contribution, une taxe qui est payée à l'occasion de délivrance de documents d'urbanisme, c'est-à-dire un permis de construire, une autorisation préalable, ce genre de choses. On paye une taxe. Et le paiement de la taxe par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme se faisait, je crois, en 2 fois. Et ensuite, les fonds sont reversés donc, à la collectivité ayant délivré l'autorisation d'urbanisme. Alors, l'évolution en loi de finances 2021, c'est de différer le versement de la taxe par le demandeur. C'est-à-dire que la taxe sera versée seulement à l'achèvement des travaux. Ça, c'est une disposition importante qui va nous impacter. Ça veut simplement dire qu'en 2021, des années suivantes, on risque d'avoir pas de perte nécessairement en volume, mais en trésorerie, dans le sens où il y aura un décalage. Donc c'est une disposition sans doute prise pour favoriser les entreprises en charge de l'aménagement, pour les encourager. C'est une aide économique certainement, pour leur permettre d'avoir de la trésorerie. Mais derrière, c'est la commune c'est les communes qui devront s'organiser pour en quelque sorte avancer la trésorerie concernant une recette dont elles bénéficient, mais qu'elles n'auront pas immédiatement. Voilà. Ça veut dire que
si les travaux, jusqu'à présent, les travaux pouvaient être retardés, mais les taxes étaient versées. Voilà, donc là, la taxe va dépendre donc de l'achèvement des travaux. Mais c'est dans... Alors, si je vous suis bien, vous parlez d'une nouvelle construction. En général, c'est une nouvelle construction, oui. Construction immobilière. Oui. Non, mais c'est aussi les agrandissements. Quand vous faites des travaux chez vous, voilà, vous allez voir le service urbanisme de la mairie, vous demandez une autorisation avant de faire des travaux. Nous sommes d'accord qu'il n'y a pas non plus, on a terminé la réalisation Chanteloup. Non, mais alors je peux vous dire que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de collectivités. Donc beaucoup de collectivités essaient d'être dans la projection, dans la planification. Avec ces dispositions, ça n'arrange pas les communes, ça n'arrange pas les collectivités. Donc ce n'est pas une disposition qui est favorable aux collectivités. Donc c'est ça qu'il faut savoir, même si, d'ailleurs, il y a encore des programmes, il me semble, monsieur le maire, sur Chanteloup. Hein. Donc je pense que on reste intéressé à cette ressource qui est très très importante pour nous. Hein. Vous aurez l'occasion de le voir quand on parlera du compte administratif. Alors, dans les considérations générales, j'ai également fait un point sur le plan de relance. Je ne vais pas m'y attarder. Le plan de relance, hein, c'est des dispositions prises en loi de finances 2021, mais il y a des dispositions qui ont été prises également dans les lois de finances rectificatives en 2020. Il y a à peu près 100 milliards d'euros qui étaient prévus pour aider les collectivités à mener certains projets d'investissement. Je ne vais pas m'y attarder. Il y a le seul point qui nous intéresse éventuellement, c'est les mesures de soutien aux pertes de recettes de fonctionnement. Alors, ça, c'est une disposition qu'on n'a pas encore mis en œuvre, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'y intéresse. Quand on va aller plus loin dans ce robe, vous allez voir que l'on a perdu certaines... on a été en retrait pour certaines recettes. Donc, il s'agira de voir pour nous si on peut bénéficier de cette aide, cette compensation au profit des communes du fait de la crise Covid qui a occasionné des pertes de recettes importantes. Je pars sous votre contrôle, M. Pambou, mais il me semble quand même que le budget alloué par l'État à ce fonds de compensation est quand même assez dérisoire. On parle de 400 millions d'euros, c'est ça ? Ça me paraît quand même très peu pour remplir les caisses des communes qui n'ont pas encaissé entre 50 et 60% de leurs recettes de périscolaire, par exemple. Donc ça, il va falloir suivre ça de très très près. Le mécanisme et l'éligibilité. Voilà, monsieur le maire a raison d'attirer l'attention sur les intentions, sur les affichages et sur la réalité de la mise en œuvre en fait de ces dispositions. Donc l'enveloppe globale au niveau national reste relativement faible. Il y a 36 000 communes en France, 35 000 communes maintenant. Donc le partage de cette ressource sera relativement limité. Mais néanmoins, je pense qu'il faut faire la démarche. Le but de l'État, c'est d'aider les petites communes. Voilà. Les communes très riches de l'Ouest parisien voilà. sont moins impactées par cette mesure, il faut aussi le reconnaître. C'est important pour les communes de Seine-et-Marne, les toutes petites communes, même celles de l'Ariège, mais l'Ouest parisien n'est pas trop impacté par cette réforme. C'est tout à fait exact ce que vous dites, puisque toutes les communes ont dû faire face au même problème, hein, on est bien d'accord, mais toutes ne sont pas en situation de faire face de la même manière. Hein, et c'est vrai que d'où l'intérêt en fait de s'intéresser aux réserves de fonctionnement dans les différentes communes, parce que c'est là en fait que ça peut pêcher. En fait. Mais il faut quand même se rappeler que Chanteloup-en-Brie, on rentre quand même dans la catégorie des communes riches. C'est ça ça peut nous paraître incroyable, parce qu'en tant que ville nouvelle, on a une tension très très forte sur un besoin de services à offrir à la population en croissance permanente, et en même temps des ressources fiscales qui ne suivent pas. Donc c'est vrai, on a une commune qui tire le diable par la queue, mais ça c'est vrai de toutes les villes nouvelles. Mais du point de vue national, nous sommes une commune qui contribue. Hein, on parlait des péréquations tout à l'heure. Nous sommes contributeurs au fonds de péréquation.
Donc c'est aussi pour ça qu'il faut suivre tous les mécanismes de très près, parce que il va falloir être capable de défendre nos dossiers, parce que du point de vue des détails, vous le disiez justement, nous risquons de ne pas apparaître vraiment comme une commune dans le pays. Le seul avantage que nous avons quand même, il faut le reconnaître, c'est que sur les anciens mandats, alors, nous avons acté et forcé, entre guillemets, le niveau de parc social, et puisque nous avions plus de 20% à l'époque de la loi des flots, si je ne dis pas de bêtises, de 20% de logements sociaux, et on était une des premières communes sur ce territoire à engager des actions de logements sociaux. Donc c'est vrai que ça nous a impacté aussi là-dessus pour nos recettes. Donc il y a une population importante qui est arrivée, et beaucoup de logements sociaux à Chanteloup par rapport à notre taille, notre dynamisme. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut aussi reconnaître. Espérons, M. Pambou et M. le maire, que vous serez vigilants, de façon à ce que le préfet soutienne les actions déjà qui étaient passées par l'ancienne municipalité là-dessus. Alors, je ne vois pas trop le rapport avec le préfet, les actions passées. En tout cas, ce que vous dites... Le préfet, c'est l'autorité de l'État. Non, je sais très bien, mais comme le préfet en a l'occasion de pratiquer, il n'est plus vraiment dans l'idée de mettre des HLM partout. Ce que vous notez est tout à fait exact. On parle de logements sociaux. Oui, logements sociaux. On n'affiche plus de 20% de logements sociaux, alors que oui, les communes du territoire n'en faisaient même pas 15. On est l'une des seules, si ce n'est pas la seule en fait, cette année à avoir atteint son quota. Ça, c'est quelque chose qui est l'œuvre de la municipalité précédente. Il faut savoir que ça a quand même un coût important, vous l'avez noté, c'est que ça fait des habitants qui ont besoin de services, qu'il faut servir du mieux possible, mais ça ne fait pas entrer d'argent dans la caisse. Donc ça crée un effet ciseau très 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 dur. On voit par exemple là les programmes qui ont été livrés en fin d'année dernière, quand on voit que les 2 tiers des logements sont exonérés de taxes foncières pendant 15 ans et que la taxe d'habitation est supprimée. Donc voilà, vous vous retrouvez avec 40 logements, ça fait 100 personnes qui vont consommer des services et contribuer à zéro. Et dans un contexte où les dotations de l'État sont en baisse, etc., ça crée une vraie problématique. Il va falloir trouver l'argent quelque part. Et c'est un vrai défi pour les équipes en place. Heureusement, du coup, que nous n'avons pas 7000 habitants, nous n'avons que 3500 habitants, parce qu'avec 7000 habitants, ça aurait été un peu compliqué aussi. Alors, vous avez bien fait d'insister sur la typologie de la population. Ce n'est pas tellement une question de niveau de population, mais de sa composition en termes de logement. Si c'était 7000, comme dans l'Ouest parisien, 7000 dans un secteur pavillonnaire CSP+, il n'y aurait aucun problème pour financer les services. Voilà. La municipalité précédente a pris le choix d'avoir un développement plus social de l'urbanisme, donc ça c'est son orientation politique. Un peu forcé par les camarades aussi. Oui, tout à fait. Non, mais ça je ne veux pas polémiquer avec là-dessus, parce que vous avez raison. C'est vrai que vous parliez des représentants de l'État, les gouvernements, enfin l'État demeure, mais les politiques de l'État ont quand même beaucoup évolué. Là, il faut reconnaître que depuis un an, c'est quand même une sorte de choc culturel qui se passe au niveau de l'État, dans les orientations de l'urbanisme, et effectivement, il va falloir prendre le cap en tenant compte de l'héritage du passé. Je ne blâme pas la municipalité précédente pour ce qui a été fait, parce que c'était effectivement en ligne avec ce que souhaitait faire l'État. Mais aujourd'hui, il faut penser à nous, et puis il faudra être très vigilant dans le développement de notre commune, pour essayer maintenant un peu de privilégier les rentrées fiscales, au détriment du social peut-être, si on peut le faire, parce qu'il faut être capable d'offrir un service de qualité aux gens qu'on a accueillis sur Chanteloup, qu'on soit 3000, 4000 ou 7000. Oui, par rapport à ça, évidemment, il faut préciser qu'en fait, il y a une forme d'injonction contradictoire dont on va ressentir les effets dans les années qui viennent, entre la volonté de certains maires, de certains élus de promouvoir l'habitat social et en fait la réforme de la taxe d'habitation. Comme l'a dit monsieur le maire, le logement social était exonéré de taxes foncières. Avec la réforme de la taxe d'habitation, je pense qu'il y a beaucoup de maires qui vont s'interroger pour accueillir sur leur territoire des nouveaux logements sociaux, parce qu'en fait, il y aurait un effet contre-productif pour la commune. Et donc, je pense que ça sera des réflexions qu'il faudra mener au niveau local. Et voilà. Donc, je pense que les effets de la réforme, pour l'instant, on ne les voit pas encore, mais je pense que ça aurait une incidence assez importante dans les années qui viennent. Alors, donc voilà donc pour les considérations générales.
Là, on va donc rentrer dans, j'allais dire, le vif du sujet, en fait, pour ce qui nous intéresse en fait en premier lieu, hein, c'est-à-dire les orientations budgétaires 2021 de la commune. Alors, dans ces orientations budgétaires, il faut distinguer deux aspects. Le fonctionnement, c'est-à-dire les recettes et les dépenses qui vont avec, et à l'intérieur avoir une approche financière. Il y a un autre aspect, c'est l'investissement. Dans l'investissement, il y a la dette, les dépenses d'équipement et une approche en termes d'analyse de besoins de financement. Alors, s'agissant des recettes, en premier lieu, il y a la fiscalité directe locale, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les impôts locaux, la taxe d'habitation et la taxe foncière. Alors, sur le graphique de la page 9, qui a pour objet de montrer l'évolution du produit fiscal de la collectivité, on constate une stabilité du produit fiscal entre 2018 et 2019, mais en revanche, une hausse en 2021. Donc, c'est une projection que nous faisons, pour l'instant, à taux constant, compte tenu des constructions qui ont eu lieu en 2020. Alors, cette projection, ce n'est qu'une projection, elle sera affinée en fait à réception de l'imprimé 2259. Chaque année, avant le vote du budget, on reçoit un imprimé des services de l'État qui nous indique les bases prévisionnelles et qui nous permettent d'y asseoir les taux pour calculer les impôts. Alors, observation sur le fameux graphique, la répartition entre la TH et la... Alors là, pas sur le plan de l'évolution, mais sur le plan de la répartition entre la TH et la TF. Donc TH, taxe d'habitation, voilà, TF, taxe foncière. Voilà, bon, voilà, ce graphique est en fait erroné parce que quand on regarde le volume de la TH en 2021, on voit que c'est le même volume que, grosso modo, le même volume qu'en 2020-2019. En fait, non. En fait, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus personne ne paie la taxe d'habitation, ou presque plus personne ne paie la taxe d'habitation. Donc en 2021, on n'aura pas ce volume de taxe d'habitation. Il n'y aura qu'une partie. Donc en fait, ça sera plutôt un rapport de 2% de TH à 98% de TF. Quand on dit qu'une partie, en fait, ce qui subsiste, c'est la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On en a très peu à Chanteau, on en a une dizaine. Donc voilà. Alors, dans le tableau, ensuite il y a un tableau page 10. J'entends une rumeur, quelqu'un a quelque chose à dire? Voilà, alors il y a un tableau, le tableau de la page 10, qui comprend plusieurs parties en fait. Hein. Alors, sur ce tableau, qui n'est pas forcément facile à lire, c'est décliné en base, en taux et en produits fiscaux. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à lire sur ce tableau? C'est de regarder dans la première partie du tableau, colonne 2021, la base TH 2021, 94 000, comparée avec la base de 2020. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. On ne fait plus de taxes. Voilà, donc la réforme a cet effet-là, à réduire donc la base de TH. Donc ce que vous voyez là, c'est ce qu'a dit monsieur le maire, ça concerne les résidences, les résidences secondaires. Voilà. Ensuite, dans la deuxième partie du tableau, ce qui est intéressant à regarder, c'est la ligne taux foncier TFB, pour foncier bâti, hein, toujours colonne 2021. On voit un taux de 48,70%. Et à côté, à gauche, 2020, on voit 30,70%. On pourrait se dire, tiens, monsieur le maire va augmenter les taux. Bon, en fait, non, c'est la conséquence de la réforme de la taxe d'habitation. Comme impôt, on ne disposera plus que de la taxe foncière. Alors, le dispositif qui a été imaginé,
c'est de faire redescendre la part de taxes foncières du département auprès des communes. Donc ça se traduit simplement par une addition de taux. Donc notre taux à nous, qui était de 30,70, avec le taux du département, qui était de 18, c'est pour ça qu'on a un taux de 48,70%. Est-ce que le mécanisme est bien compris par tout le monde, hein? C'est-à-dire que nous avions deux rentrées fiscales principales, ce n'est pas les seules, les deux principales, taxe d'habitation et taxe foncière. La taxe d'habitation est supprimée, donc ça nous fait pratiquement un tiers de recettes en moins. Il faut bien quand même que l'État compense. Comment l'État compense? Eh bien, en déshabillant Pierre pour habiller Paul. Vous voyez tous, quand vous êtes devant votre avis d'imposition, que les impôts fonciers, en fait, ont plusieurs colonnes. On contribue à la commune, à l'agglomération, au département, ainsi de suite. Eh bien, l'État, à partir de cette année, va donner à la commune la part du département. Alors, donner, ça ne veut pas dire que le département va collecter et nous reverser. Ça signifie que la taxe d'habitation est supprimée pour tout le monde, mais la taxe foncière que collectait le département est ajoutée à la taxe foncière que collectait la commune jusqu'à aujourd'hui. Donc, la Seine-et-Marne, tous les départements ne sont pas égaux devant les taux, puisque c'est un taux qui est voté. Le taux de la Seine-et-Marne, c'est 18%. D'accord? Donc, l'État dit, eh bien, de toute façon, toute chose égale par ailleurs, le taux foncier de la commune devra être égal à votre taux ordinaire, celui que vous décidez d'appliquer que vous appliquez à vous-même, plus celui du département. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme de principe. Après, quand on regarde dans le détail, il faut être vigilant parce qu'on se souvient que les 18% des taxes foncières du département sont censés compenser la taxe d'habitation. Donc tout dépend de votre niveau de taxe d'habitation. Si votre taxe d'habitation était inférieure à ce que rapportent les 18% de taxes foncières du département, ben vous faites une bonne affaire. S'il était supérieur, il faut être très vigilant, parce que là, vous vous mettez encore dans le rouge. Donc là, on va avoir un travail de simulation à faire assez fin, pour être certain que le taux foncier, le taux d'impôt foncier que l'on va voter au prochain conseil municipal, nous enrichit, nous appauvrit pas. Hein, donc ça, c'est quand même une réflexion assez technique, mais il ne faut pas se rater. Parce que, encore une fois, les dépenses de fonctionnement, eh bien, on les réalise tout au long de l'année. Mais nos recettes fiscales nous sont versées qu'en toute fin d'année. En tout cas, le montant, on ne le connaît qu'en fin d'année. Donc, la commune n'a pas beaucoup de trésorerie. Il faut être très, très vigilant. Donc là, c'est vraiment... Bon, tout le monde s'active. Hein, c'est pas que Chanteloup-en-Brie, c'est toutes les communes de France, les agglos, les départements, pour trouver un taux qui nous mette à l'abri. Quitte à ce qu'on le rectifie après. Mais il ne faut surtout pas prendre le risque de ne pas retrouver tous nos petits en fin d'année. Sinon, la commune serait vraiment dans le rouge. Donc ça, c'est une discussion qui sera, je pense, le sujet principal du prochain conseil municipal. Il faudra cette année s'entendre sur des taux qui permettent à la commune de fonctionner. Nominalement, quand on regardera l'évolution, c'est assez choquant, parce que comme disait M. Pambou, on va passer de 30 à, je sais pas, 48, 50. Mais il faudra bien être capable d'expliquer que c'est un mécanisme de compensation de la taxe d'habitation qui disparaît. On reviendra sur le détail, bien sûr, entre maintenant et le vote des taux. Oui, Fernand ? Ouais, si je comprends bien, il y a 20% des gens qui payent la taxe d'habitation encore. Cette année, sur ces 20%, la taxe d'habitation va baisser de 30%. Non. Mais l'année prochaine, c'était 65%. Il y aurait plus de taxe d'habitation. Oui, alors, quel est donc le contour donc de cette réforme? Alors, c'est vrai qu'il faut voir la réforme du point de vue de la collectivité, c'est-à-dire nous, mais on peut la voir également du point de vue du contribuable, de l'usager. Alors, en 2021, certains continuent à payer la taxe d'habitation sur les résidences principales. La taxe d'habitation qui va rester, qui survivra, c'est la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Mais néanmoins, concernant les résidences principales, il y a les contribuables considérés comme les plus riches paieront encore cette année la taxe d'habitation en 2021. En 2022, taxe d'habitation sur les résidences principales, je dis, et en 2023,
la taxe d'habitation sur les résidences principales disparaît totalement du paysage fiscal français. Cette année, certaines personnes, vous avez raison, continueront à payer la taxe d'habitation sur les résidences principales, mais le produit de cette taxe d'habitation ne reviendra pas. Donc en fait, si vous voulez, la taxe d'habitation en 2021, pour la part qui subsiste, n'est plus un impôt local. C'est devenu un impôt national. C'est-à-dire que certains d'entre nous, on recevra donc la taxe d'habitation encore cette année, on va la payer, mais la recette fiscale en question ne reviendra pas à la commune. Ça ira directement dans l'escarcelle de l'État. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Mais il va quand même rester une taxe d'habitation, celle sur les résidences secondaires. Comme l'a dit M. le maire, Chanteloup a très peu de résidences secondaires. Ça reste très utile pour des communes balnéaires, voilà. Mais nous, évidemment, on n'est pas concernés, ou que très partiellement. Avant de clore, bien sûr, chaque question fiscale, comme chaque médaille, a deux revers. En tant que maire, en tant que conseiller municipal, notre intérêt, c'est de défendre les intérêts de notre commune, c'est de prendre le point de vue de la collectivité. Donc ce qui est important pour nous, ce qui est le grand changement, c'est que nous n'encaissons plus de taxes d'habitation à l'exception des résidences secondaires. Après, les mécanismes par lesquels l'État continue de percevoir une partie de ce qui reste encore de la taxe d'habitation, c'est une question qui intéresse les citoyens, forcément, mais qui n'est plus la nôtre. Voilà. Voilà, alors pour rester sur la réforme de la taxe d'habitation, ce qu'il faut savoir, quand il y a une réforme fiscale, surtout, on passe d'un système à un autre, il y a des perdants et des gagnants. Tout à l'heure, on a parlé de la redescente de la part de la taxe foncière du département au niveau de la commune. Il faut savoir que pour certaines communes, elles vont se retrouver avec plus de recettes fiscales, parce que le département avait des taux très élevés, d'autres départements avaient des taux très faibles, donc la part qui revient à la commune, ça sera des parts plus faibles. Donc, on dit, quand il y a une réforme fiscale, qu'il y a des gagnants et des perdants. L'objectif, évidemment, c'est qu'il n'y ait pas de gagnants ni de perdants. Donc, pour corriger ça, c'est ça, toujours ça compte en fait une réforme fiscale, ça peut devenir assez complexe. Là, en l'occurrence, ils ont imaginé un système qu'on appelle le coefficient correcteur. C'est-à-dire que quand le produit de la taxe foncière du département va descendre sur la commune, si c'est supérieur à ce qu'était la taxe d'habitation, il y a un coefficient qui est appliqué, et donc en fait on va reverser. Moi j'ai fait une estimation pour la commune de Chanteloup, on va être ce qu'on appelle une commune surcompensée. Ça veut dire qu'à priori, si mes calculs sont bons, on le saura quand on va voter le budget, ce qui n'est pas très sûr, enfin, par rapport aux éléments que j'avais à ma disposition. On va être surcompensé, ça veut dire qu'on va toucher plus du département, plus qu'on avait de taxes d'habitation, et donc là, il va y avoir un mécanisme de reversement. Voilà, on va toucher, mais on va reverser derrière. Donc vous voyez les enjeux en fait, c'est qu'il faut être capable de lire ces réformes fiscales qui sont un peu comme des poupées gigolles, ça va dans tous les sens. Et l'idée quand même, c'est de ne pas se mettre dans le rouge. Il faut vraiment être très prudent parce que ce que l'on croit recevoir d'une main, on peut très bien la perdre d'une autre. Et si on s'en rend compte trop tard, c'est un an perdu, donc c'est encore des comptes qui sont plombés. Donc il va falloir être très très vigilant. À mon avis, tailler un peu large pour être sûr de ne pas se faire avoir, en tout cas jusqu'à ce qu'on comprenne bien le mécanisme. Voilà, après tout, les budgets et les taux sont votés chaque année. On a encore cette liberté. Pour combien de temps, on ne sait pas, parce que vous avez bien compris depuis le début du débat que la tendance historique, quand même, c'est de ne plus laisser les communes fixer leurs taux. On a vu pour la taxe sur l'électricité, on voit la taxe d'habitation qui disparaît. Donc là, c'est des années qui sont cruciales. Il faut vraiment suivre l'actualité nationale, les débats nationaux, et nous, à notre niveau micro, s'assurer de ne pas prendre les options qui risquent de nous mettre en difficulté financière. Voilà. Donc là, on en finit sur ce produit, sur la fiscalité. On y a consacré beaucoup de minutes parce que en fait, c'est un sujet important et puis c'est
notre principale source de revenus, enfin de ressources. Hein. Oui, et puis d'une manière générale, Champlon-André, c'est une commune qui n'a pas de gros problèmes de fonctionnement. C'est-à-dire que les services municipaux tournent. En revanche, nous sommes exposés au risque de recettes. C'est-à-dire que, effectivement, comme on ne dépend pas vraiment on n'a pas la main sur tous les mécanismes qui nous permettent de lever l'impôt, on est très 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 dépendant des services que nous facturons à la population, beaucoup plus qu'une ville moyenne de France. Les services qu'on facture aux usagers représentent de mémoire 12 ou 13% de l'ensemble de nos recettes, alors que la moyenne nationale c'est 6. Donc vous voyez, quand des usagers par exemple se détournent d'un service, et bien tout de suite, ça a un effet très important sur le niveau de nos recettes. Donc je dirais que d'une manière générale, maire, adjoint aux finances, conseillers municipaux de la majorité ou de l'opposition, c'est vraiment la partie recettes, de mon point de vue, qui est critique. L'argent, on a toujours plein d'idées pour le dépenser, c'est pas un problème. La vraie intelligence politique, c'est plutôt comment est-ce qu'on se donne les moyens de soutenir nos politiques, quel que soit. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'attire votre attention. Voilà, donc une autre catégorie de recettes. Hein, alors en page 21, on parle du DGF. Alors la DGF, qu'est-ce que c'est? En fait, la DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement. Hein. C'est une recette versée par l'État aux collectivités territoriales. Donc comme c'est une recette votée par l'Assemblée, en fait, hein, par le Parlement, donc son volume est fixé en loi de finances et sa répartition est effectuée par le comité des finances locales. Donc c'est une recette, vous l'avez bien compris, qui est à l'inverse de la fiscalité, hein, qu'on peut partiellement piloter, hein, même si on perd progressivement notre pouvoir de taux. Pour la DGF, c'est une recette difficilement pilotable. Donc c'est une recette qui peut varier. Et on a connu, lors du mandat précédent, hein, un prélèvement qu'on appelait prélèvement sur le redressement. Messieurs. Un prélèvement, une contribution sur le redressement des comptes publics. Ça, vous ne l'avez pas connu parce que vous n'étiez pas élu. Hein, mais voilà, lors de la mandature politique précédente, il y avait une disposition qui consistait en fait à prélever une partie de la DGF des collectivités pour financer les déficits de l'État. Voilà, donc c'est pour ça que lors de la présentation du contexte général, je vous parlais de la nécessité de suivre l'évolution des comptes de l'État et donc d'anticiper certaines décisions à venir. Et c'est pour ça qu'un débat comme ça d'orientation budgétaire, c'est intéressant parce que c'est aussi l'occasion de voir un petit peu plus loin. Il y a un élément dont on n'a pas parlé mais que tout le monde a en tête, c'est que là, on va rentrer dans une saison électorale très intense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dirais que d'ici jusqu'à 2022, on va être bien traité, les subventions vont tomber, etc. Mais il y a fort à parier qu'après 2022, on va rentrer dans une période où les boulons vont être resserrés. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête, qu'on ait cette stratégie. C'est-à-dire, comme disait justement M. Pambou, on n'est pas à l'abri qu'à un moment, en 2023 ou 2024 ou 2025, l'État dise, bon écoutez, on n'a plus de sous, nous l'État, on va chercher l'argent là où il est, chez les collectivités locales. On le voit déjà au niveau de l'agglomération, hein, il y a des mécanismes qui maintenant font que l'État a tendance à prendre dans les bas de laine des agglos, voire même des syndicats, parfois, des syndicats d'ordre ménagère ou d'assainissement. Donc il faut être vigilant à ce que nous soyons en situation de force financièrement, là, les années qui viennent maintenant, pour être en mesure de faire face à des ponctions qui pourraient arriver après 2022. Quels que soient les résultats des élections, hein, mais ça, ce sera quelque chose auquel on aura à faire face forcément dans la deuxième partie de ce mandat. En tant qu'adjoint m'intéressant aux finances, hein, moi je serais beaucoup plus affirmatif que monsieur le maire. Hein. Je dirais qu'il faut s'attendre. Ça va être le cas. On va après 2022, hein, on va subir, à savoir que, en fait, avec la crise du Covid, les déficits se sont accrus de l'État, la dette s'est accrue. À un moment donné, comme l'a dit monsieur le maire, hein, quelle que soit la configuration politique, il faudra s'attendre en fait à des mesures, beaucoup plus serrées.
Donc la DGF dont je vous parle, c'est un élément pour l'État d'ajustement de sa participation dans les ressources des collectivités. Et voilà, alors donc concernant la DGF, en page 11, vous en avez vu, en liste, il y en a 4, mais en fait la commune de Chanteloup n'est intéressée que parce que la DGF est composée de plusieurs dispositifs en réalité, hein. Et dans ces dispositifs, il y en a 4. Chanteloup n'est concerné que par 3 dispositifs. La dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale, la DNP. On n'est pas intéressé par la DSU, dotation de solidarité urbaine, parce que ça concerne certaines strates de population. Alors, au total, la DGF ne devrait progresser que de 2 000 euros, hein, selon nos estimations, qui restent que des estimations. Avant le vote du BP 2021, on recevra des services de l'État, où c'est même publié d'ailleurs, ça sera publié, il y aura même un arrêté, hein, qui publiera en fait le montant de la DGF auquel la commune a droit. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on surveille de très très près parce que c'est avec la fiscalité, hein, c'est une recette qu'on attend et bon, on en parlera plus tard, hein, lors du vote du budget ou du compte administratif, hein. Voilà, ce sont des dotations qui reposent sur certains critères, notamment le critère population pour ce qui est une des composantes de la DGF, c'est-à-dire la dotation forfaitaire. En théorie, la commune de Chanteloup, sa population progresse, ou ces dernières années a progressé, mais le levier population sur le montant de la DGF n'a pas forcément été positif ou aussi important qu'on aurait pu le supposer. Je crois que lors du mandat précédent, on a eu des échanges avec Madame Meunier sur ce propos justement, hein, qui s'étonnait parfois d'avoir une DGF qui était en deçà de ce qu'elle attendait en fait, hein. Tout simplement parce qu'au-delà de la population, il y a d'autres critères. Vous avez parlé, monsieur le maire, excusez-moi, des critères de richesse, hein, voilà, de péréquation, etc. Voilà, donc en fait, il y a un mécanisme qui se neutralise en quelque sorte, les critères population, et d'autres mécanismes de richesse fiscale, etc., enfin de richesse de façon générale. Voilà. Concernant justement ce mécanisme de répartition de richesse, il y a ce qui est évoqué justement en page... la page suivante, en page 12, c'est le fonds de péréquation intercommunale et communale. En fait, c'est une dotation. Là, au niveau du graphique, vous voyez que le graphique est en dessous de 0. Parce qu'en fait, c'est un fonds qui, parfois, est une ressource pour les collectivités les plus pauvres. Pour d'autres, c'est une dépense. Pour nous, en ce qui nous concerne, on s'analyse donc comme une commune riche ou moyennement riche. Donc, à ce titre, nous, on ne bénéficie pas du fonds de péréquation communale et intercommunale, du FPIC. On contribue au FPIC. Et mes projections pour 2026, c'est même un prélèvement supplémentaire de FPIC. C'est-à-dire qu'une charge supplémentaire en réalité, que j'estime à 29%. On verra si c'est le cas ou pas. Bon, c'est un mécanisme assez compliqué, voilà. Voilà. Voilà, le FPIC, c'est une des... Là, c'est une des... Voilà, même si nous, on la paye, je l'ai mis en recette, parce qu'en fait, c'est une recette, mais voilà, qui fonctionne en recette en dépenses, mais voilà. Ensuite, pour en terminer avec les recettes, il y a le graphique, ou plutôt le tableau de la page 13. C'est un tableau de synthèse. Je vous demande simplement de vous intéresser à la ligne qui concerne les autres recettes d'exploitation. On a parlé de la fiscalité, on a parlé des dotations. Là, c'est une autre recette que perçoit la commune. Là, c'est une recette qui dépend de notre activité. C'est le périscolaire, c'est la cantine. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à observer? C'est en 2021, en 2020, situation 2020, 247 000 qu'on a perçus. En 2019, c'était 603 000. En 2018, c'était 620 000.
Donc il y a une baisse assez significative de cette recette en 2020 et ça impacte fortement, très fortement la situation de la commune. Il faut dire que c'est l'effet Covid. Oui, c'est l'effet Covid. Les activités Exactement. et tout ont été annulées à cause de la pandémie. C'est complètement l'effet Covid. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est encore des choses que l'on découvre après coup, hein, parce que c'est le temps, des facturations, titrées, etc. Et je ne voulais pas croire les chiffres au départ. Mais bon, on a oublié de titrer peut-être certains mois, etc. Et puis, en fait, non, quand on reprend l'historique, hein, donc c'est vous qui étiez aux affaires jusqu'en mai, voilà. Il y a eu des moments où il y a eu zéro, forcément, puisque les CFA arrêté. Après, vous avez peut-être suivi, malgré que vous soyez dans l'opposition maintenant, mais en juillet-août, on était à peu près à 50%, voilà. Et on a repris, c'est vrai, à la rentrée, mais on a repris à 80-85%. Donc, et c'est logique, les gens sont au chômage partiel pour certains, en télétravail pour d'autres. Les tarifs quand même à Chanteloup sont quand même onéreux pour beaucoup de familles. Donc beaucoup de familles font l'arbitrage de ne pas mettre leurs enfants au centre pendant les vacances, etc. Donc ça a un effet qui est immédiat sur nos recettes. Je l'avais dit tout à l'heure, j'avais un petit peu brouillé les étapes. Les recettes que les sommes que nous facturons aux familles représentent 12 à 13% de nos recettes, hein, parce que c'est normal. On a une population qui est très jeune, on a une démographie qui est complètement déséquilibrée, c'est un fait. Et donc du coup, on est très exposé effectivement à ces risques. Alors là, ce qu'on est en train de regarder, et c'est vraiment crucial, c'est de voir l'état de la facturation sur janvier-février, puisque là, on a pris un rythme de croisière. Et en fonction de ça, il faudra qu'on soit capable aussi de réfléchir au dimensionnement de nos services à l'enfance. Hein, parce qu'on ne peut pas vivre en ayant 100% des dépenses et 85% des recettes. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, parce qu'il y a des protocoles sanitaires à respecter, etc. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose que la ville prend de plein feu. Hein, vous avez raison, c'est la Covid. Alors, à une différence près, c'est qu'encore une fois, il y a des villes pour lesquelles les services facturés ne représentent moins de la part des recettes. Donc elles sont capables de faire le dos rond. Moi, j'ai beaucoup consulté forcément les autres maires du territoire pour voir comment ils faisaient face à cela. Alors, il y a des villes qui sont moins jeunes que nous, donc pour lesquelles, si vous voulez, les services facturés, enfin, ces enfants facturés aux usagers ne représentent que 7, 8, 9%, donc forcément en proportion, le choc est moindre. Et puis surtout, et même les communes de Val d'Europe qui sont sinistrées d'un point de vue des recettes, pas fiscales, mais enfin aussi des taxes de séjour essentiellement, mais qui avaient accumulé un tel bas de laine qu'ils se disent, bon, cette année c'est une mauvaise année, on pourra peut-être en avoir une deuxième mauvaise année, mais les années suivantes seront bonnes. Quelque chose qu'on peut difficilement faire à Chanteloup, parce qu'on n'a pas de quoi faire face en fait à 2 années Covid, pour dire les choses crûment. Si on veut assurer le maintien des services publics, et je pense qu'on y est tous attachés, encore une fois, il faut regarder les recettes comme le lait sur le feu. Oui, monsieur le maire a raison d'insister sur l'importance en fait, concernant les ressources par rapport à nos activités périscolaires. Alors, au niveau de la page 14, ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition des différentes catégories de recettes dont bénéficie la commune. Et là, évidemment, on peut observer que les produits de service sont nettement plus importants que ce que nous recevons de dotations de l'État. Donc ça veut simplement dire que c'est une ressource sur laquelle nous devons accorder une attention particulière et faire en sorte de rendre un service, une attractivité à ce niveau-là. Je vais élargir ce point-là pour qu'on comprenne un petit peu que Chanteloup, en fait, monsieur Direz, en fait, Chanteloup, c'est une ville qui ne peut compter que sur elle-même, d'une manière générale. Pourquoi? Je m'explique. On est considéré comme une commune riche ou moyennement riche. Ça signifie qu'on contribue au titre de la péréquation, on ne touche pas. On n'a pas une grosse dotation générale de fonctionnement, également parce qu'on n'est pas considéré comme les plus dans le besoin. On a une grande part de nos recettes qui sont les services facturés aux usagers. Donc c'est nous qui allons chercher l'argent. On a notre fiscalité. On n'a pas beaucoup de dotations de compensation de la part de l'agglomération. Je parle du contrôle de M. Direz, c'est une trentaine d'euros par habitant, alors d'autres communes en ont
jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Donc ça veut dire qu'en fait, l'argent qui est à notre disposition pour faire fonctionner nos politiques et nos services, c'est finalement l'argent que l'on prend sur nous-mêmes. Hein, nous fonctionnons en quelque sorte d'une manière autonome. On ne touche pas beaucoup finalement d'argent de l'extérieur. Donc ça aussi, c'est une caractéristique qui est toujours à prendre en compte. Non, mais c'est très important ce que vous dites, monsieur le maire. En fait, l'idée, en fait, ce que vous voulez dire, en fait, c'est qu'on doit, comment dire, se placer dans une stratégie de création de notre propre richesse. Voilà. Sur la fiscalité, on perd la main. Sur les dotations, on est défavorisé parce que les critères de péréquation nous sont défavorables. Donc, il est vrai qu'évidemment, il faut accorder une importance à la création de ressources propres à la commune. Donc c'est pour ça qu'on doit configurer nos services, être attractif et pour pouvoir... voilà, je pense que ça c'est un chantier important hein, pour notre mandat. Voilà donc pour les recettes. On va s'attaquer donc aux dépenses. Bon, on va y aller assez rapidement. Alors, les dépenses, il s'agit des dépenses de fonctionnement. Hein. Globalement, on peut classer les dépenses de fonctionnement en deux catégories. Alors, les charges à caractère général et les charges de gestion, ensemble, et ensuite les charges de personnel. Voilà. Alors, donc, en 2021, hein, nous souhaitons, comme le montre le tableau, hein, nous souhaitons faire baisser les charges de gestion. Nous prévoyons plutôt une baisse assez limitée, hein, de 3%, mais c'est néanmoins important. Bon, voilà. Et alors, je ne sais pas si, monsieur le maire, vous voulez aborder les postes sur lesquels on va baisser Les postes sur lesquels on va baisser en charge générale ou on mélange les deux. On mélange les deux, voilà. Bon, c'est vrai que j'ai insisté sur la partie recette, qui est critique pour nous, malgré tout. Il y a quand même toujours, pour toutes les équipes municipales qui se suivent, une discipline à avoir, un effort de gestion, et ça, il faut se l'imposer. On ne pourra jamais remplir nos caisses ou retrouver l'argent qu'on a perdu à cause de la crise Covid en réduisant la voilure. Il y a quand même un minimum de services publics qu'il faut assurer à la population. Malgré tout, si on se fixe comme objectif de ne pas dépenser plus d'une année sur l'autre, voire si on peut dépenser un peu moins, c'est déjà un très très bel effort. Alors oui, je n'avais pas prévu d'entrer trop dans le détail. On peut citer par exemple la renégociation de certains marchés. Alors il y a des marchés qui ne sont pas notifiés, donc je ne peux pas en parler encore maintenant à ce conseil, mais enfin il y a une partie de certaines prestations que l'on va reprendre en interne. Donc ça, on va pouvoir gratter un petit peu, encore une fois en comptant sur nous-mêmes. Même sur le chapitre 12, donc sur les charges de personnel, on devrait être capable cette année de faire des économies. Alors ça paraît bizarre parce que structurellement, les charges de personnel augmentent, parce qu'il y a la logique de carrière des agents, etc. Mais on a fait le choix, et ça c'est un choix politique, d'orienter en fait l'emploi de la commune vers des postes fonctionnels. On va avoir moins d'encadrement. Bon, pour faire simple, le poste de DGS ne sera pas pourvu cette année, donc c'est déjà une économie qui est importante. Voilà. C'est toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, vont nous permettre normalement de contrôler l'évolution du chapitre 12. Certainement pas quelque chose tenable sur le très long terme, parce qu'une commune comme la nôtre grandit, a des besoins. Il faut aussi qu'elle fonctionne de manière efficace. En revanche, 2021, il va falloir qu'on se serre la ceinture aussi au niveau du personnel et le faire en privilégiant les agents qui sont au contact de la population pour les services qu'ils attendent. Voilà. Oui, alors justement, concernant les dépenses en fait, de fonctionnement, ce qui est important aussi à avoir à l'esprit en gestion, c'est la nature de chaque catégorie de charges. Alors, au niveau du graphique de la page 17, qui s'intitule « Part des dépenses de fonctionnement rigides », pourquoi c'est intéressant ce graphique? C'est simplement de signifier les marges de manœuvre dont on dispose réellement en termes de pilotage de charges. Donc, on voit que les charges rigides sont beaucoup plus importantes que les autres dépenses réelles de fonctionnement.
Voilà, donc ça veut dire qu'on a une capacité de pilotage, une capacité à gérer les charges, mais cette capacité est néanmoins comment dire, limitée par rapport aux charges qui sont dites rigides. Dans les charges rigides, évidemment, il y a les dépenses du personnel, et comme vous le savez, dans la fonction publique, les dépenses de salaire, en fait, évoluent de façon mécanique par un mécanisme qu'on appelle le GVT. Ça veut dire plus on est ancien, plus mieux on est payé. Voilà, donc ça, c'est une contrainte qu'il faut avoir à l'esprit, et sur laquelle on n'a pas réellement d'arbitrage. Donc voilà. Ok. Pour le fonctionnement, je pense qu'on va en rester là. On ne va pas rentrer plus en détail. Alors, Surtout qu'en fait, tout ce qui est fonctionnement, investissement, on le verra au cours de la discussion sur le budget, parce que là, on s'intéressera ligne par ligne, chapitre par chapitre, donc là, ce sera beaucoup plus parlant. En fait. voilà. Alors, un autre point qu'il faut aborder, qui est très 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 important pour la commune, pour toutes les communes, c'est page 19, c'est l'endettement. Alors, l'encours de la dette et à un niveau, alors va baisser quand même en 2021, l'encours de la dette, c'est-à-dire le stock de dette, en fait, va baisser naturellement, c'est normal, mais reste à un niveau de 3 millions d'euros, à un niveau supérieur à 3 millions d'euros. Les charges d'intérêt qui vont avec sont en proportion assez faible, 3% je crois, mais en volume ça reste important. On paye globalement plus de 100 000 euros d'intérêt de la dette. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour 2021? Quelles sont nos perspectives? Bon, alors on a des projets. Alors, il y a une chose qu'on va essayer de mettre en place, c'est de développer ce qu'on appelle les prêts relais TVA. C'est-à-dire c'est des prêts à court terme qui nous permettent de préfinancer la TVA le FCTVA que l'État va nous reverser. Bon, c'est quelque chose d'assez technique, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est simplement dire qu'en cours d'année, on ne sait pas si on va pouvoir le faire, mais on espère, on va souscrire un prêt de 20 000 euros à taux à court terme et à remboursement in fine. Donc, taux à court terme, c'est le marché monétaire. Donc, c'est des taux très, très, c'est pas des taux, pas des taux fixes, des taux révisables, donc très, très bas. Et le coût de l'argent est assez faible actuellement. Donc, je pense qu'il est très utile pour nous de à la fois de continuer à investir, même modestement, et donc voilà. Quel est votre marge, le point de non-retour du taux? Jusqu'à combien vous y En fait, on fait une consultation auprès des banques. Je vais dire, en général, les taux ils sont même négatifs. Les taux sont négatifs, mais comme c'est des taux révisables, les banques fixent en fait ce qu'ils appellent leur marge. Voilà, donc c'est un taux négatif plus une marge à 1% par exemple. Donc ça peut faire 0, et quelques. 0,5, voilà. Si vous voulez, voilà, pour moi c'est moins d'1%. Après, comme pour les usagers, les communes, enfin les collectivités sont logées à la même enseigne, il y a quand même une analyse de la situation qui est faite. Au-delà du marché monétaire, il y a la situation attitude personnalisée du demandeur qui rentre en ligne de compte. Ce que veut dire M. Pambou, c'est que là, on va essayer de mettre en place ce mécanisme, vous avez compris, c'est pour gérer la trésorerie, en fait, en attendant de toucher le FCTVA. Mais il n'est pas du tout certain que ça fonctionne, parce que la banque elle-même a ses critères, et il n'est pas du tout certain que les banques soient prêtes à prêter à Champlain-Henry, tout simplement, parce que les indicateurs ne sont pas forcément tous très positifs. Mais ça vaut le coup d'essayer, parce que vous vous rappelez un petit peu plus tôt dans le débat, on avait parlé de ce mécanisme qui tendrait à nous reverser le FCTVA plus rapidement. À terme, quand ce sera mis en place, la question ne se posera pas. Malgré tout, il faut essayer ce qui est à notre disposition, faire feu de tout bois, parce que
là, on a aussi un problème de trésorerie. Donc, il faut essayer. Et votre choix s'arrête sur 20 000 euros. 20 000 euros, c'est la partie FCTA des investissements, en fait. D'accord. Après, encore une fois, en finance, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Comme vous le dites, si les taux ne sont pas intéressants ou les conditions contractuelles risquées, c'est pas la peine d'y aller. Et puis si on voit qu'en revanche, qu'on a un produit qui peut être intéressant, à très court terme, pour pouvoir quand même contrôler les risques de refinancement, eh ben, on peut imaginer un peu plus. Mais il faut avoir maintenant une espèce d'agilité pour essayer de sauter sur toutes les bonnes occasions quand elles se présentent. Alors, l'autre point concernant l'endettement, sur 2021, en fait, c'est une question de restructuration du prêt de la Caisse d'épargne. Il y a un prêt, enfin, dans le portefeuille de dette de la commune, on a un prêt qui a servi à financer la construction du Cantou. Alors, c'est un prêt que Madame Meunier qualifie de prêt européen, qui à l'époque, était sans doute très attractif, mais compte tenu des conditions du marché, ce prêt est devenu très défavorable à la commune. Bon, les conditions de sortie du prêt sont relativement, comment dire, discriminatoires. C'est Mais léonard, voilà, il y a des clauses léonines. voilà. Mais bon, on a eu des échanges avec le chargé d'affaires de la Caisse d'épargne, l'organisme qui nous a contracté ce prêt à l'époque, avec qui on a évoqué la question. C'était en septembre-octobre 2020. La question avait été mise en suspens, mais on va y revenir. Et je pense qu'en 2021, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut restructurer notre dette pour pouvoir gagner en marge de manœuvre. Voilà pour l'endettement. Alors, il y a, au-delà de l'endettement, il y a une autre notion qui est en lien avec l'endettement qu'il faut évoquer. C'est en page 20. C'est la solvabilité de la collectivité. Donc, c'est des questions de gestion de la dette, etc. C'est des critères de désendettement. Bon, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ce graphique. On voit en bleu la capacité de désendettement de la commune et on voit une ligne rouge. C'est marqué seuil d'alerte, 12 ans. Ça veut dire que nous, en fait, on est en dépassement du seuil d'alerte. Ça veut dire ça. Et donc l'objectif qu'on devra se fixer, c'est de retomber en deçà du seuil d'alerte. Pourquoi est-ce qu'il y a un seuil d'alerte fixé à une douzaine d'années? C'est parce qu'en fait, lorsqu'on s'endette, c'est toujours pour financer des équipements publics, une école, un gymnase, et qu'en général, 12 ans, c'est le moment où il faut refaire les grosses réparations, faire les mises aux normes, etc. Donc en fait, c'est le moment où il faut de nouveau dépenser un investissement pour maintenir l'équipement. Donc, lorsqu'on a un endettement, enfin un stock de dette qui peut être remboursé en 12 ans, on considère que, 12 ans plus tard, enfin 12 ans après l'investissement initial, on retrouve des capacités d'endettement, et cette capacité d'endettement sera utilisée pour le maintien en état des équipements précédents. Lorsque, je vois très mal, c'est loin, si on est à 24 ans, c'est ça, pour le remboursement? Oui, on est à 25 voilà. ans. Même. S'il faut 24 ou 25 ans à Chanteloup pour rembourser son stock de dette, d'ici à 25 ans, le Cantou, etc., auront besoin d'investissement. C'est-à-dire qu'il faudra s'endetter à mi-vie de l'équipement pour juste le maintenir. Donc là, c'est quand même un gros problème. Donc ça, c'est déjà une annonce que je peux faire parce que c'est politique, on l'a annoncé clairement pendant la campagne et ça, on s'y tient. Il n'y aura pas de grands investissements au cours de ce mandat. Vous vous souvenez que la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est d'annuler le programme de bâtiment, de CEF, de restauration scolaire. On n'avait pas les moyens de se l'offrir. C'est impossible. Impossible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'est même pas évident que des banques nous prêteraient pour financer des investissements de ce type. Voilà. Donc, comme M. Pambou le disait, notre stock de dette s'amenuise d'année en année, au fur et à mesure qu'on rembourse le principal. Donc, on va retrouver vraisemblablement une marge d'endettement vers la fin du mandat. Mais en tout cas, il faut vivre avec les moyens que l'on a,
les années qui viennent. Et ce sera un autre exercice d'être capable de livrer le maximum à la population sans mobiliser d'emprunts supplémentaires. Voilà. Voilà, pour rester sur le sujet de l'investissement, hein, mais sur un aspect strictement financier, il y a une autre notion à considérer. Hein. En page 21, on parle d'épargne. Moi, je voudrais m'attarder sur l'épargne nette. Donc, c'est une notion financière qui est en lien avec la capacité de désendettement de la commune. Donc, il y a un graphique en page 21. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que l'épargne nette de la commune est en territoire négatif depuis plusieurs années. Alors, la situation s'est aggravée en 2020 avec la chute des ressources de périscolaires, de cantines, etc. Et donc, ce que vous voyez, le croisement des lignes, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Et là, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Voilà, donc je voulais attirer l'attention là-dessus. Alors, vous le savez, il y a un principe budgétaire qui veut que le budget vote en équilibre. Alors, comment peut-on avoir un déficit? Nous ne sommes pas l'État, nous ne pouvons pas financer le déficit. Bon, il n'y a pas de déficit parce qu'on pioche dans les réserves. Voilà. Donc ça va un temps. C'est tout à fait normal, enfin, c'est pas anormal pour une ville nouvelle comme Chanteloup d'être vraiment sur le fil du rasoir. C'est vrai de beaucoup de villes qui sont dans notre situation. On va faire un petit excédent, une petite perte, un petit excédent, une petite perte. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique sur les villes qui ont notre typologie. Mais ça présente un gros inconvénient, c'est que lorsqu'on est face à une situation imprévue, la Covid, ou imaginez par exemple qu'il y ait une catastrophe naturelle, on peut tout imaginer, eh bien la commune n'a pas d'amortisseur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un exercice avec un résultat négatif, on peut joindre les deux bouts, la vie continue tant qu'on peut puiser dans les réserves, mais il y a un moment, ces réserves s'épuisent justement. Et là, on y est. Donc il va falloir aussi impérativement mettre en place des mesures pour reconstituer un bas de laine, pour faire face à l'imprévu. Alors, moi je suis contre les thérapies de choc, d'une manière générale, aussi bien au niveau communal que national. En revanche, il faut être ferme dans les principes. Et j'ai bien l'intention, sur les 5 années qui nous restent, à reconstituer notre bas de laine, nos réserves, graduellement, de telle sorte qu'on retrouve la possibilité de faire face à un accident ou à une contrainte externe qu'on ne maîtrise pas. Et dans contrainte externe, je mets le risque que l'État nous fonctionne des ressources. Il n'y a pas que les tremblements de terre, il y a aussi l'État. L'État rapace. Et ça, comme disait M. Pambou, moi je vois ça comme un risque, M. Pambou voit ça comme une certitude, donc c'est mon biais optimiste et son biais pessimiste, mais la vérité doit être quelque part entre nos deux positions, c'est-à-dire qu'il est urgent de reconstituer des réserves. Voilà, donc pour terminer ce ROB en ce qui me concerne, hein, alors voilà, en page 23, vous avez les dépenses d'équipement, les détails, la liste des dépenses. Voilà, je ne vais pas rentrer plus avant. Je pense qu'on aura l'occasion d'y aller de façon beaucoup plus détaillée à l'occasion du vote du bébé, parce que là, de toute façon, comme l'a dit Monsieur le maire, nous, on va se limiter à des petits projets, à des petits programmes. Hein, et donc, ce qui est indiqué là sera peut-être amené à évoluer d'ici le vote du budget primitif. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui, justement, sur ces projets d'investissement 2021, on a des petites interrogations, si vous pouvez nous déjà des amorces d'explications. Concernant les 30 000 € de l'entrée du parking de tennis, alors je pense que c'est pour les barres de sécurisation. Oui, tout à fait. Alors pas seulement, parce qu'en fait, vous faites référence au projet qu'on avait proposé pendant la campagne, c'est ça? Éventuellement, voilà. Alors, entre maintenant et puis l'étude PTP, en fait, on va déplacer un petit peu l'entrée, mais c'est de ce projet dont il s'agit, effectivement. Mais l'annexe de la mairie, c'est la salle. Jean Moulin, absolument. D'accord, c'est en quoi, c'est quoi à peu près les travaux, ça consiste en quoi? Alors, ça va permettre, en fait, ça consiste à mettre tous les services qui sont au contact des usagers, donc état civil, CCAS, scolarité, urbanisme,
à un endroit qui est accessible, enfin, de plein pied. Voilà. Parce que vous l'avez compris, ça c'est quelque chose qui, je sais, qui vous touche, c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé. On a comme un petit problème maintenant aussi, parce qu'on n'a pas évoqué un point qui est dans la partie recettes et la partie investissement qui est fondamental, c'est les subventions. Voilà. On a hérité d'un plan de l'ADAP, donc de mise à niveau de l'accessibilité des équipements publics, des pluriannuels, et donc la plus grande partie en fait des investissements était à faire entre maintenant et puis 2023, 2020. Voilà. Seulement, il s'est passé quelque chose entre-temps, c'est que l'État ne subventionne plus les accessibilités PMR. Le préfet a été clair, c'est trop tard, c'est une obligation légale, il ne finance pas le respect de la loi. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose, indépendamment de cette question-là, qu'il faut qu'on intègre aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi un effet d'opportunité très très important en matière de subvention. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on insiste tellement à ce que l'on passe l'éclairage en LED, au moins la moitié, on va dire, sous ce mandat? C'est qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des subventions pour ça. On est en plein dedans. D'ailleurs, on n'a presque plus que des subventions sur la transition énergétique, pour faire simple. Mais vous allez voir que si on ne le fait pas sous ce mandat, le mandat suivant, il n'y aura plus de subventions. Et le mandat d'après, il y aura peut-être des amendes si vous n'êtes pas passé au LED. Vous voyez ? Donc il y a aussi un effet de timing, un effet d'opportunité qui est très très important à prendre en compte. Donc la mise en accessibilité PMR est fondamentale. Le choix, la salle Jean Moulin est la plus évidente parce qu'elle est de plein pied. On peut déjà faire un accès par derrière, vraisemblablement. Voilà. C'est Marne-et-Gondoire qui va faire l'étude technique. Donc ça, on compte sur leur expertise. Voilà. Et ça se fera en plusieurs étapes parce qu'il faut qu'on commence à déplacer les services dès le mois de mai, puisque le service technique va emménager dans son nouvel atelier municipal. Voilà. En revanche, il ne faut pas aller trop vite dans les travaux, parce qu'il y a des demandes de subventions à faire. Il ne faut pas les faire au niveau de l'État, parce qu'on ne demande pas, mais au niveau du département. Là encore, on est dans une période électorale, mais c'est tout ce qu'on fait en fait. C'est des années qui vont être cruciales en 2021. Effectivement, concernant les PMR, c'est vrai que c'est quelque chose qui tenait à cœur. C'est vrai que sur le mandat présent, on a fait des choses qu'on n'a pas pu faire. C'est un sujet très compliqué et très coûteux. C'est pas faute d'avoir voulu le faire et d'avoir initié des choses, mais voilà, comme M. Pambou le reconnaîtra, il y a des priorités, et qu'à un moment, je ne dis pas que les PMR sont passés peut-être sous une priorité, mais malheureusement, il y avait des impératifs. Voilà. Il n'y avait pas de reproche dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais moi, je fais pour nous, mais effectivement, il y a des subventions que nous avons malheureusement perdues et c'est bien dommage. Bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que sur chaque mandat, il y a des particularités qu'on peut faire sur un mandat qu'on ne peut plus faire sur le mandat suivant, quelle que soit l'équipe. Tout à fait. Et le concept de perdre des subventions, alors là, je le relativise tout de suite, c'est le cas de tout le monde, parce que les subventions, il y en a des catalogues et des catalogues. Pour vraiment être en mesure, à un instant T, de monter un dossier, il faut déjà avoir travaillé beaucoup sur plein de possibilités, avoir un petit peu le sens de l'évolution des politiques de l'État, etc. C'est quelque chose qui est complexe. À tel point qu'avec M. Pambou, on avait envisagé au début de ce mandat de recruter une personne qui n'aurait fait que ça, un spécialiste de la demande de subvention, parce qu'en fait, quand on réfléchit bien, c'est assez vite amorti. On a un peu temporisé sur ce projet parce que, je ne sais pas si vous suivez l'actualité de l'agglo et puis des subventions, mais en fait, il y a un nouveau mécanisme qui a été mis en place récemment qui fait en fait de Marne-et-Gondoire une sorte de guichet unique pour les subventions d'État. Donc c'est pas le moment pour l'instant, on attend de temporiser, de voir comment ça fonctionne, parce qu'en plus les mesures d'application sont pas changeantes, enfin on les découvre chaque semaine. Donc on va voir, mais c'est pas quelque chose qui est idiot de recruter un spécialiste. Mais ce qui est important, en revanche, c'est d'avoir tout le temps plein de projets sous le coude. C'est pour ça moi j'ai fait travailler beaucoup les services techniques, Marne-et-Gondoire et pas Marne, parce qu'ils ont des cabinets qui mettent à notre disposition, pour avoir tout le temps des projets un peu sur toutes les thématiques. Et comme ça, lorsqu'on reçoit un courrier de la préfecture ou de la région en disant voilà, on a de l'argent à donner sur tel sujet, on a déjà de la matière en fait pour monter un dossier rapidement. Autre point, c'est sur l'arrosage automatique de 40 000 €. Alors, une petite interrogation, parce qu'on trouve ça quand même énorme. Alors après, juste dans vos projections,
Oui, alors c'est pas donné 40 000 euros effectivement, parce qu'il y a quand même du travail de VRD, hein, des systèmes qui sont enterrés. L'intérêt que l'on voit à ça, c'est d'abord de pouvoir arroser la nuit, donc ça fait une baisse de consommation d'eau de 70 à 80%, donc ça c'est très 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 important. Et au final, on s'y retrouve parce que ça permet d'avoir une pelouse qui ne meurt pas tous les étés, etc. Donc, c'est un projet qui, à notre avis, va être indispensable compte tenu de l'investissement qu'on fait autour du football et du terrain de foot en Ça particulier. concerne plus exactement le terrain de Ah foot. oui, alors. pardon, Ah, oui. ah, c'est juste, voilà. Ah, excusez-moi, je pensais que c'était clair. Oui, c'est pour le terrain de football. Non, c'est pas clair, je suis des collègues. On cherchait. Vous cherchiez, voilà. oui. Alors, effectivement, on aurait pu en mettre partout. Là, si on a mis partout, 40 000, c'était pas beaucoup. Ok. On avait une petite ségrégation pour le cimetière, Oui, parce oui. que voilà, on voulait faire un parking au niveau du cimetière. Alors malheureusement, le cimetière est plein, et il y a des citoyens qui ne peuvent plus avoir de concessions pour eux. Nous avions envisagé la liste que nous menions de l'agrandissement des cimetières. On pense quand même que nous avons une population jeune, certes, mais nous avons aussi une population âgée dans certains secteurs qui souhaitent, pour certains, se faire enterrer à Chanteloup, columbarium ou enterrement classique. Nous pensons que peut-être plus agrandir le cimetière que de faire pour l'instant des places de parking. Voilà, c'est juste une suggestion, enfin, Non. une vision. Non, en fait, on va être d'accord. Pourquoi est-ce qu'on fait des choses dans cet ordre-là? Alors d'abord, je vous rejoins complètement. Chanteloup est une ville jeune, certes, mais notre cimetière est bien trop petit. Et on voit d'ailleurs l'équipement. Alors, je ne pensais pas en parler ce soir, en fait, mais c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec M. Direz, c'est parce qu'en fait, quand je suis interviewé par des gens d'urbanisme, etc., on parle toujours du parcours résidentiel, et sous forme d'humour, je dis, vous êtes bien gentils, les aménageurs, mais dans votre parcours résidentiel, vous pensez au T2 pour la décohabitation des jeunes adultes, ensuite le logement familial, la résidence senior, mais ça s'arrête là. Ils ne pensent jamais à la dernière demeure. Or, la dernière demeure fait partie intégrante du parcours résidentiel. C'est ironique de dire ça, mais c'est vrai. Il ne faut pas négliger la question du cimetière. Pourquoi est-ce que nous commençons par les stationnements avant l'agrandissement? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que nous pouvons faire rapidement. Le terrain qui jouxte les cimetières, je pense que c'est le terrain que vous avez également envisagé pour l'agrandissement, c'est celui qui fait le plus de sens, appartient à Epamarne. C'est un terrain qui est hors ZAC, donc qui n'est pas vraiment dans la négociation des équipements qu'on peut obtenir éventuellement contre autre chose. En revanche, j'ai écrit à Laurent Gironetti, donc le directeur général d'Epamarne, pour qu'ils nous cèdent ce terrain à 1 euro symbolique, premièrement, et qui nous prennent à leur charge l'étude du géomètre hydrologue, qui est un préalable à la constitution du dossier. Vous savez aussi qu'il y a des projets d'agrandissement de cimetières dans d'autres communes du secteur. Montévrain, bien sûr, un très grand, mais on a, avec M. Direz, récupéré pas mal de dossiers montés. Alors, je crois qu'il y a Damar, il y a Torigny, et en fait, donc, on a une visibilité assez claire sur les coûts. Et sur les projections, alors surtout à Montévrain, c'est intéressant parce qu'ils ont une démographie qui est proche de la nôtre, sur la projection des besoins en nouvelles concessions. Donc on a fait une règle de 3, et effectivement, sous ce mandat, il y aura un agrandissement du cimetière. Il faut savoir que lorsqu'on a obtenu toutes les autorisations, le dossier n'est valable que 5 ans. Donc ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut faire preuve de trop d'amateurisme. Lorsqu'on y va, on y va. Donc Epamarne va nous autoriser dans un premier temps sur la bande le long de la route du Moulin-Boursier à mettre des stationnements, parce qu'il en faut. C'est vrai, c'est très délicat, pas seulement quand il y a des inhumations, mais lorsque les gens doivent aller voir les défunts. Donc ça, ils nous autoriseront à le faire sur leur terrain avant qu'ils nous le cèdent. Et dans un second temps, on récupérera le foncier et j'espère qu'ils nous offriront des études. À vue de nez, je parle sous le contrôle de M. Direz, c'est un investissement qui devrait tourner autour de 75-80 000 euros. Voilà. Toujours une marge d'inconnu, mais je pense qu'on n'ira pas au-delà de 100 000 euros. Donc c'est ça, et typiquement, c'est des investissements qui sont à notre portée. Et juste sur cette part en aparté, il serait peut-être envisageable de faire le relevé des tombes, peut-être, les tombes qui sont... Alors c'est en cours, effectivement, quand ça a été aussi quelque chose que j'ai découvert en arrivant. Quand on est arrivé, il y avait, je crois, 3 concessions de libre. Il n'y en a plus aujourd'hui, on est à 0.
Donc on a commencé le travail pour relever les tombes. On espère en relever 5. Voilà. Donc le travail est engagé, on est dedans. Monsieur Pambou, j'interviens encore, désolé. Je reviens sur une page avant, mais comme on est sur les dépenses, vous avez une baisse. Alors, l'effet Covid, c'est une chose, mais il y a une baisse de 50% de subventions à la caisse des écoles, et le CCS n'a rien. Donc, moi, j'entends bien qu'il n'y ait pas de classe transplantée, parce que l'équipe municipale d'avant mettait une subvention pour les classes transplantées. Hein. Mais on trouve ça un peu en détail, quand même, qu'il y a une baisse de 50% pour l'État. Alors, je m'adresse à M. Pambon parce qu'il gère le budget, mais M. Cassabian, si vous voulez prendre la parole sur ce point. Oui, alors effectivement, je vais vous passer la parole. Effectivement, ce n'est pas des questions de comptable, hein, c'est des questions de politique. Mais en fait, c'est très simple à comprendre. Hein. Cette année, il faut trouver l'argent là où il est. Et il se trouve que là, les effets positifs, si on peut dire ça, de la Covid, c'est que certaines caisses sont à des niveaux très élevés. Donc, il n'y a pas de raison d'abonder à des budgets qui sont déjà pratiquement à leur maximum. Alors, là, vous parlez du CCS. Mais la caisse des écoles également. Monsieur Cassada, vous voulez intervenir? Vous avez une vision sur le... Non, j'ai rien de plus à ajouter. Oui, la caisse des écoles n'a pas, entre guillemets, besoin d'argent cette année. Enfin, il y aura 10 000 euros quand même. Oui, en tout cas, pas 20 000, mais 10 000, ça sera la fin. Des 20 000 habituels. Il y a eu des bonnes recettes cette année, dans la caisse des écoles. Il n'y a pas eu de dépenses et il y a toujours le solde qui avait été avancé, le solde qui avait été avancé Oui. pour le voyage, alors je Oui. ne sais plus où, D'accord. qui n'a pas eu lieu. De 24 000 euros. C'est à peu près ça. Je n'ai plus la somme précise Ça en doit tête, être mais ça. oui, c'est Et pour le CCS, du coup, il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas pour le CCS, vous ne faites rien, parce qu'effectivement, je pense que c'est les recettes des repas pour les personnes et les âgés. Oui. On n'a pas de dépenses. Oui, c'est vrai. Mais juste, alors il n'y a pas de dépenses, certes, mais peut-être alors budgétiser plus tard. Parce que là, il va y avoir les vaccinations qui vont être importantes pour les personnes âgées, et certaines ne peuvent pas dépasser. On ne peut pas faire de champion à vaccinodrome, ça c'est pas possible. Donc peut-être de voir la possibilité sur une subvention de transport pour les personnes âgées. Je ne sais pas si c'est peut-être à revenir là-dessus, parce que peut-être que ça coûtera plus cher. Donc en fait, par rapport aux dépenses, effectivement, très peu de dépenses. La seule dépense qu'il y a eu actuellement, elle est l'octroi du bon au moment de Noël. Enfin, les plus de 65 ans, on a moins de 400 personnes qui en ont bénéficié. Donc ça, c'est effectivement pas du tout de temps festif, donc pas de dépenses. Des recettes, effectivement, par l'apport de tout ce qui était repas, distribution repas, etc. Et en ce qui concerne la vaccination, on œuvre là majoritairement pour un travail avec le totem pour que les personnes qui peuvent se mobiliser puissent bénéficier, et ça vous l'avez en avant-première, et comme c'est en... Bon, oui, alors, puisque si on avance... Ah oui, c'est vrai qu'on a dit qu'on disait rien. Je vous ai fait grand rabais, je suis Oui, désolé. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je pense que voilà, il y a le projet bien avancé. Les choses avancent bien avancées pour permettre qu'à 75 ans, on se donne les moyens, etc. Mais effectivement, on peut se faire vacciner dans la commune. Voilà. Et ensuite, la possibilité, si on doit envisager le transport, la grande question, c'est qu'on ne peut pas. Donc, soit on est sur du transport médical et c'est pris en charge par la sécurité sociale, remboursé, et ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. Deuxième chose, il est hors de question de louer un minibus pour envoyer 6 personnes par vaccination au risque de contamination. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, jauger la part de risque, effectivement. Donc là, on est plutôt sur aider et favoriser avec médecins et infirmiers dans la commune. Et puis on verra par étapes l'avantage effectivement de dépenses. Pour tout vous dire, on est sur des projets d'essayer par rapport à l'isolement des personnes, de trouver un moyen de leur apporter un réconfort en allant leur rendre visite et en leur apportant peut-être un petit présent symbolique pour identifier les personnes à risque, identifier ce qu'on a eu beaucoup de mal à faire, puis en fait on est parti, je peux mobiliser l'attention, mais c'est peut-être important de partager quand même, c'est-à-dire que c'est très difficile de parler des listes électorales comme vous avez bien connu le sujet, donc du coup il nous a fallu revoir, et puis vous savez que la situation sanitaire, il y a eu des décès, donc aujourd'hui on a une visibilité sur les 65 ans et plus, sur les 75 ans et plus, donc ça c'est vraiment très intéressant. Si vous avez envie secondairement, voilà, je n'ai pas pris les notes, mais on pourra vous faire part des chiffres.
Non, 187, alors 186. Entre-temps, on a perdu un. Il y a 180 de plus de 65. On est à moins de 400, plus de 65, on en a 380 et on en a 186 de plus de 75 ans. Hors EHPAD fonctionnel, y compris les gérandières, mais pas les fonctionnels. Donc une centaine de personnes à Girondière avec les variantes, les variations que vous connaissez du présentéisme sur le site. Et donc l'idée c'est effectivement d'avoir à l'esprit, écoutez, peut-être qu'à un moment ce sera encore plus beau. Donc on est en train de voir des systèmes d'entraide, de comment on pourrait apporter un soutien aux personnes, y compris avec du public, voilà. Donc, effectivement, on a des questions satisfaisantes à ce niveau-là. On aimerait bien un peu plus dépenser pour pouvoir faire plus bénéficier des personnes. Merci de ces réponses. Georges, monsieur. Alors, je pense en avoir terminé au niveau du ROB par rapport à la deuxième partie. Hein. Alors, il y a une troisième partie, je ne sais pas si... Voilà. Alors, la troisième partie, c'est la partie politique. C'est la partie politique. Je pense que la plupart des points ont été abordés pendant la discussion, mais il y a peut-être encore des sujets sur lesquels vous voulez interroger ou intervenir, ou contribuer, parce qu'en fait, l'orientation budgétaire... Ah oui, c'est contribué, c'est pas... Vous en faites partie. Du ROB, donc... non, pour l'instant, non, vous avez répondu à mes questions. Moi, je voudrais dire d'abord, si on a conclu, en fait, on est à la fin, je suis bien content de la tenue des débats. Je vous remercie, M. Ateba, et puis Mme Gillot et Mme Deblé, parce que c'était, je pense, très intéressant. Et on a vraiment avancé. Donc, j'espère qu'on a pu vous donner des éléments factuels qui vont vous permettre tous de vous forger votre opinion sur l'État. Et puis ensuite, d'avoir été comme assez transparent sur ce que l'on souhaite faire pour après, le jour du vote du budget, être capable de... Oui être capable de mettre nos idées en perspective, même si ce ne sont pas les mêmes, mais voilà, dans la transparence. Mais du coup, M. Corbeau, vous n'avez pas développé la partie 3 des orientations budgétaires de les politiques publiques de la ville Non, c'est pas ce... En fait, les politiques publiques, c'est les textes qui sont sur les 2 dernières pages du... Oui. Mais ça, c'est des sujets qu'on a Vous allez évoqués. prendre ces éléments-là pour mettre la sécurité, les seniors. On attendra le budget pour ça. Oui, tout à fait. C'est le budget qui va vraiment éclairer, chapitre par chapitre et ligne par ligne. Surtout qu'en fait, par rapport au premier budget qu'on a voté en juillet l'année dernière, donc voilà, c'est quand même, on a 6 mois, 7 mois de recul, donc on est capable de dire ce qu'il y a sur les lignes, ce qui n'était pas le cas en juillet, il faut dire la vérité, on avait beaucoup de temps, et c'est normal. Les dépenses doivent être telles qu'elles étaient, et puis on a appuyé sur le temps. Notre seul regret de l'équipe d'opposition, c'est que c'est un projet qui n'est pas encore développé, il n'est pas présenté, mais un peu minimaliste. On regrette qu'il n'y ait pas des projets ambitieux, mais vous l'avez dit, c'est votre choix politique. Donc voilà, c'est votre choix, vous l'avez défendu, mais vous avez fait une campagne sur des projets ambitieux aussi. Donc voilà, c'est pour ça, je trouve que ça n'apparaît pas là et c'est un peu dommage. Je ne me souviens pas avoir fait une campagne sur des projets ambitieux. Il y avait quelques petits projets qui ressortaient du lot comme ça. Ben, enfin bon, après c'est votre choix que vous avez présenté, que nous prenons en compte. Voilà. Il manque quelques petits investissements peut-être, mais avec la présentation du budget plus affiné, qui espérons sera plus court que ce temps de... Oui, mais c'était intéressant. Honnêtement, il y a de la matière pour tout le monde, je pense que c'était... Oui, j'espère que tout le monde aura saisi les choses. Merci pour la participation de tout le monde. Le conseil n'est pas fini.